Connaître et savoir pour savoir et connaître, tel est le caractère principal de la science suprême connaissable. Car celui qui veut connaître pour connaître choisira de préférence la science parfaite, c'est-à-dire la science du connaissable par excellence. En fait, la connaissance, c'est le pouvoir. Et c'est justement pourquoi nous nous faisons l'écho de donner l'intelligence et surtout la connaissance au monde entier. Et ensemble, nous allons quelque part décrypter la presse africaine qui a paru au cours de cette journée. Pour cela, pour ce grand jeu, nous avons comme pour inviter en tout cas notre ami et frère qui est Raoul Pépin Benabena. Bonsoir Raoul. Bonsoir Steve Goss. Ensemble, nous allons quelque part décrypter l'actualité africaine. C'est le devoir que nous avons au quotidien d'informer nos téléspectateurs qui davantage s'accentuent déjà. Et vous savez, bel et bien, la mission du journaliste d'ailleurs, c'est d'informer son public. Et nous avons ce devoir de le faire au quotidien. Et je crois que c'est cet exercice que nous allons lire à télé tout à l'heure. Informer, c'est notre devoir. Et puisqu'on parle d'informer, passons à la première une de notre kiosque africain. Nous commençons déjà par l'essor qui nous parle aujourd'hui du comité de pilotage de concertation nationale qui a pris fonction, et nous dit en tout cas le quotidien national malien l'essor. Selon nos confrères, ce comité aura pour lourde charge de recueillir les avis des Maliens pour une éventuelle reconstruction du pays. Votre commentaire? On sait que le Mali est pratiquement en pleine reconstruction depuis des charmantes périodes de guerre, on peut le dire ici. Hein. Ces périodes ont charmé quelques-uns, mais ont rendu plutôt certains pratiquement pauvres et très ennuyés. Aujourd'hui, donc, le Mali est dans la logique de la reconstruction, de la refaisabilité de cet État. Et c'est en toute logique que ce comité a été mis sur pied par le président Ibrahim Boubacar Keïta pour recueillir les contributions de tous les Maliens. Pourquoi les Maliens doivent donc réfléchir pour le devenir de leur pays? Ils doivent réfléchir qu'est-ce qu'il faut pour chasser d'ailleurs les djihadistes qui sont encore pratiquement à Kidal et qui ne veulent pas céder cette place. Qu'est-ce qu'il faut maintenant, compte tenu des accords qui ont été signés avec l'armée française? Comment est-ce que les Français doivent agir sur le territoire malien? Voilà aussi la réflexion qui sera menée. Les Maliens eux-mêmes, comment entendent-ils relancer les institutions de leur pays? Bref, tout le peuple malien est appelé à la contribution. Voilà pourquoi ce comité de pilotage a été mis sur pied. Parlant surtout, il faut le dire, de ce comité de pilotage, l'enseignement supérieur au Mali est aujourd'hui en crise. Et ce comité de pilotage aura pour lourde charge, qui d'ailleurs, il faut le dire, voilà un aspect très de important, changer un peu les choses. Celui de l'éducation, celui de l'enseignement. Vous avez souligné d'ailleurs cet aspect, vous avez souligné plutôt au plus haut niveau. Prenons d'ailleurs l'éducation des bases, c'est pratiquement foutu au Mali. On est en train de revoir comment relancer ces structures parce que les époques de guerre ont pratiquement fragilisé tous les domaines d'activité au Mali. L'éducation n'a pas fonctionné, la fonction publique elle-même n'a pas fonctionné, encore moins l'enseignement supérieur. Donc vous comprenez que le comité de pilotage aura donc cette lourde charge de recenser d'ailleurs tous les domaines actifs du Mali, de faire des propositions pour les relancer et mettre le Mali, comme on dirait, sur pied. On espère en tout cas que dans les jours à venir, tout va rentrer dans l'ordre du côté de nos confrères maliens. Et puis on parle également de notre journal. Cette fois-ci, c'est le 26 mars qui nous parlait bien sûr des forces onusiennes au Mali. Est-ce une simple parade? S'interrogeait d'ailleurs nos confrères le 26 mars qui veut savoir en tout cas l'utilité de ces forces au Mali qui demeurent aujourd'hui sous agression des djihadistes. En tout cas, c'est une autre question. La question vaut vraiment sa peine. Quand vous voyez d'ailleurs l'opération Serval, on s'interroge c'est que l'opération Serval a finalement servi au Mali. Oui. Tout ce qu'on sait, c'est que les Français ont quand même freiné la lancée des djihadistes qui venaient déjà prendre le Mali. Mais après ça, est-ce qu'il y a eu des avancées? On se dit donc maintenant, à côté de cette opération Serval, maintenant l'ONU arrive, les forces onusiennes arrivent donc au Mali. C'est pour faire quoi exactement? Les Français avec quelle tâche? L'ONU aura maintenant quelle tâche? Il y a donc multiple, il y a tellement de forces, au tel point on a peur de maîtriser l'activité propre de chacune de ces forces. Voilà pourquoi nos confrères ont trouvé mieux de se demander si c'était une simple parade. Parce qu'ils ne voyaient pas exactement le rôle que les forces de l'ONU venaient jouer au Mali, compte tenu du fait que les Français étaient déjà pour cette protéger. Et il y a même les forces de l'Union africaine qui y sont. Donc on se demande bien, autant de forces, est-ce que trop d'action finalement n'est-tu pas l'action? Et en tout cas, il faut le préciser par ailleurs que selon nos confrères, chaque fois qu'on voit quand même une présence onusienne dans un pays, les choses s'embourbent. On a l'impression qu'on s'enfonce de plus en plus. Mais en réalité, ces gens-là, c'est justement parce que ces gens-là ne viennent pas pour arranger pour la plupart des cas. Ces gens-là viennent vous laisser dans un besoin actif, vous permettant de temps en temps d'étendre vos mains vers eux et ils vous dictent les lois. Vous voyez donc les casques bleus y arriver. Oui. Les casques bleus arrivent finalement au Mali. Ces casques bleus ont en face de des agresseurs, on peut les appeler ainsi, les djihadistes qui sont pratiquement des agresseurs, mais ils se regardent curieusement.
Ils se regardent. Lorsque les gars ont dit non, voici une zone rouge, personne ne doit franchir cette zone. Donc ils sont juste là pour encadrer l'action. Il faut par hasard préciser également que quelque part les djihadistes sont là pour essayer de préserver les acquis de leur pays. C'est justement pourquoi il y a toutes ces exactions. Mais le problème là, c'est un peu mal pris. Parce qu'en réalité, le Mali est confronté également à tous ces problèmes. On parle, il y a plusieurs forces qui agissent. Oui, qui agissent dans le pays. Voilà, et toutes ces forces vont vous dire qu'elles sont là pour la défense de leur pays. Du Mali. Donc, et vous allez voir, il y a quand même une défense commune d'intégrité du peuple. Mais qu'est-ce qu'il faut là? C'est le partage du gâteau en réalité qui pose problème. Mais alors, cette force de l'ONU, ces forces françaises qui savent très bien exactement ce qui ne va pas et qui connaissent très souvent la solution à ce genre de problème, malheureusement n'apportent pas ces solutions. Préfèrent laisser des gens dans le besoin continuel. Et malheureusement, c'est pour cette raison que nous nous posons souvent des questions de savoir ces gens-là nous apportent quoi exactement. On va parler également d'un autre pays qui est toujours dans un besoin perpétuel. Il y a toujours besoin des étrangers, pour ne pas dire des Occidentaux. On parle bien sûr de la Côte d'Ivoire, où le quotidien Le Patriote nous disait tout simplement que 30 prisonniers pro-Gbagbo sont libérés. Le Patriote, qui en faisait d'ailleurs sa une ce matin, mettait au défi ceux qui mettent en doute la bonne foi du président Alassane Dramane Ouattara et que le journal considère comme un grand homme de paix. Pour vous, bien-aimé, il faut le dire quand même quelque part, vous qui êtes journaliste, pouvez-vous nous dire clairement qu'aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara est un homme de paix parce qu'il a aujourd'hui libéré 30 prisonniers pro-Gbagbo? En tout cas, j'aime bien rire lorsque je parle de la Côte d'Ivoire, avec ses multiples actions et réactions. Vous savez très bien que lors du discours du fin d'année du président Alassane Dramane Ouattara, il avait promis, il avait dit qu'il allait dire à la justice d'accélérer les procédures pour libérer les prisonniers crise de post-électorale. Oui. En réalité, il voulait parler des pro-Gbagbo. Mais alors, quand vous regardez les 30 pro-Gbagbo qui ont été libérés, c'est qui? Il n'y a pas Simone Gbagbo, il n'y a pas Blé Goudé, oui. Encore moins Laurent Gbagbo lui-même qui est encore à la haille. Comment peut-on apprécier? Déjà qu'on ne sait même pas là où se trouve actuellement Blé Goudé. Voilà. Dans quelle prison il se trouve précisément. Voilà. De quelle action? Comment peut-on apprécier une telle action? Il a laissé des Ivoiriens en liberté qui pouvaient être également des pro-Ouattara. Parce que là, on dit des pro-Gbagbo parce qu'on estime que les 500 prisonniers qui sont encore détenus en ce moment en Côte d'Ivoire, qui appartiennent bien sûr au Fonds populaire ivoirien, sont uniquement des pro-Gbagbo. Ça va surprendre quand même des gens. Parce que lorsqu'on a suivi Madame la procureure Bensouda, elle nous laissait croire qu'il y avait également les pro-Ouattara qu'on allait suivre par la suite. Mais pour le moment, on va progressivement. Mais ce que je voudrais vous dire, il ne faudra pas qu'on soit divertis dans cette affaire. La réconciliation forcément ne passera pas par la libération des 30 pro-Gbagbo. La réconciliation passera par la libération de tous les pro-Gbagbo, y compris M. Laurent Gbagbo lui-même. Parce que, voyez-vous, il a été élu quand même avec 49%, s'il faut s'en tenir au résultat qui nous a été donné par les Français et la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que M. Alassane Dramane Ouattara a eu pratiquement 51% des suffrages et M. Gbagbo a eu 49% des suffrages. Ça veut dire qu'il a au moins la moitié des Ivoiriens qui sont avec lui. Vous voyez donc un monsieur comme celui-là qui a quand même une masse. Vous parlez de réconciliation sans lui, il y aura problème. Donc, ça c'est encore un jeu politique que M. Alassane Dramane Ouattara met sur la table. Peut-être qu'en jetant ses dés, il finira par tomber par une bonne cause. En tout cas, le temps nous le dira et surtout l'avenir nous le dira également pour le côté, comme on parle en tout cas de la Côte d'Ivoire. On va également parler de notre journal cette fois-ci avec Iwaku qui nous parlait bien sûr des mototaximans qui assurent eux-mêmes leur propre sécurité. On parle bien sûr des jeunes conducteurs de mototaxi de Ngangara au Burundi. Iwaku constate que cette organisation en tout cas est remarquable, en tout cas de ce corps, qu'ils ajustent aux règles de sécurité. On pourrait dire que c'est la première fois quand même qu'on entend parler un peu partout sur le continent noir. C'est la première fois qu'on entend parler un peu partout, mais il faut noter avec bravoure cette organisation de ces. Oui. Vous voyez bien quand vous regardez l'image qui est collée à la une du journal Iwaku, vous allez voir un moto-taximan, lui-même qui a un casque, oui. Et son passager derrière également. Un casque. C'est de la civilisation occidentale ça. Et c'est merveilleux. Lorsque ces actions, on peut les voir, il est mieux peut-être de les reprendre pour donner, pourquoi pas des leçons à d'autres moto-taximans qu'on connaît dans certains pays qui n'ont ni permis. Du continent noir. Qui n'ont ni permis de conduire, qui n'ont pas de casque, ils n'ont même pas. Même la carte nationale d'identité, ils n'en ont pas. Exact. Ils savent pas d'assurance. La plupart ne savent même pas comment écrire le nom. Donc vous comprenez qu'il y a un problème. On estime que c'est des fonctions, en réalité, qui deviennent même des professions. Mais on estime que c'est des fonctions. C'est il faut le dire, une fonction libérale. Libérale, mais qui est uniquement agencée vers des gens qui ont pratiquement raté leur vie. Non, ça ne devait pas être le cas. Lorsque vous voyez ces gens, vous constatez des gens qui sont civilisés. Des gens qui veulent bien suivre la loi d'un pays. Vous voyez un moto-taximan habillé avec son casque, le client lui-même a un casque sur la tête. J'imagine même que
le moto-stationnement roule avec 2 casques. Ça veut dire que lorsqu'il prend un client, il donne le casque, ils ne font pas de switchage comme on en trouve dans certains pays. On va voir des motos-stationnement, ils sont Avec 4. 2 personnes. Ils sont 4 derrière. 3 et lui-même passagers. déjà il est assis sur le guidon. Et il vous dit qu'il est. Et là, quand il fait comme ça, il dit qu'il est trop fort. En réalité, il faut apprécier cette action. Et Elle est louable, ça il faut le dire, cette action est louable. Non, elle est louable. Et puis le journal Iwaku a beau faire de relayer cette information en disant que ça devait servir d'exemple à tout le reste du monde entier. En tout cas, nous espérons que ça va servir d'exemple à tout le monde entier, surtout pour tous les autres conducteurs de moto-taxi du continent noir. Nous passons immédiatement en RCA, en République centrafricaine. On parle bien sûr avec le journal de Bangui qui nous disait qu'en RCA, on attend toujours la composition du futur gouvernement de transition. Le journal de Bangui fait bien de relever les voix dissonantes, ça il faut le dire, au bien des partis politiques fidèles à François Bozizé qui, selon le journal, se déchire sur leur participation ou non au futur gouvernement. On aura un problème, une équation absolument difficile à résoudre dans la République centrafricaine. Vous savez que c'est un pays déchiqueté pratiquement par des forces en mouvement qui sont pratiquement armées. Vous allez voir d'un côté des anti-Balaka qui sont encore armés aujourd'hui. Vous allez voir de l'autre côté ceux qui sont restés fidèles à la Séléka qui sont également armés. Et vous allez voir des gens qui ont pris des machettes parce qu'ils voulaient se protéger. Paraît-il que pendant une période là-bas, on tuait tout, on brûlait toutes les maisons et ça a entraîné une espèce de mascarade. On a même appelé ça un début de génocide. Vous voyez donc que l'équation que va donc résoudre maintenant André Zapayeke sera extrêmement difficile. Il faut d'abord mettre sur pied un gouvernement. C'est vrai que Mme Catherine Samba-Panza parle d'un gouvernement de technocrates. Il faudra donc aller chercher maintenant dans toutes les sources, dans toutes les couches sociales de la Centrafrique. Il ne faudra pas léser, surtout pas, un parti politique de peur que la rébellion s'engrange. Vous voyez donc l'équation qui s'avère difficile. Mais là, il faudra donc trouver des personnes qui ont des moralités pas douteuses, des personnes saines qui n'ont pas été introduites directement dans les crises, la crise que la Centrafrique a connue. Que pensez-vous déjà de ces Centrafricains qui réclament quand même le retour de François Bozizé en Centrafrique? On ne peut pas prendre les mêmes gens tout le temps. Ils ont fait leur. François Bozizé a fait son époque. D'abord, lui-même, on sait comment il arrive. Il faut quand même dire qu'il a été élu démocratiquement. On sait comment il arrive au pouvoir avant d'être élu démocratiquement. Vous savez, ces chefs d'État ont déjà des techniques. Lorsqu'ils arrivent par un coup d'État, après, directement, ils disent qu'ils font les élections. Eux-mêmes à la manœuvre, dites-moi comment vous allez perdre une telle élection. Lui-même étant à la manœuvre, il dit maintenant, je suis élu démocratiquement. Et j'ai fait un constat. Vous allez constater avec moi que tous ces chefs d'État qui sont arrivés au pouvoir par coup d'État, aussitôt qu'ils sont arrivés, ils ne veulent plus voir des coups d'État ailleurs. Oui. Ils veulent défendre leur position parce qu'il faut maintenant mettre un terme au coup d'État, sinon eux-mêmes ils iront. Il faut déjà aussi préciser par ailleurs que depuis que la Centrafrique existe, on a toujours parlé de coup d'État, que ce soit bien sûr avec M. Boganda, on parle également avec David Dako. Tout à fait, c'est une culture. Jean-Bédel Boukassa, on parle également d'André Kolimba, sans passer bien sûr par. Tout à fait, mais il faut que ça cesse. Patassé, et surtout aujourd'hui, on mais parle il faut également que ça cesse. de François Il faut que ça Bozizé. cesse. Regardez un monsieur qu'on appelle Michel Djotodia, qui aujourd'hui, j'aime bien le dire, est au Bénin et il suit calmement ses chantiers. Il est venu mettre du bordel dans un pays où il a cru mener une rébellion, ne sachant même pas ce que c'est qu'être le président de la République, ne sachant pas exactement ce qu'il devait aller faire là-bas. Il est arrivé, il a trouvé qu'il n'avait pas d'argument. Et regardez la manière dont il a été débarqué. Au lieu donc de le prendre pour qu'il vienne s'expliquer devant un tribunal avéré, pourquoi il a mis du trouble en Centrafrique, on le laisse au Bénin. Il poursuit ses chantiers. Parlant de cette information, nous allons faire un crochet puisque vous êtes un homme d'actualité. Parlons également, il faut préciser par ailleurs que le week-end dernier, l'ex-chef d'État centrafricain François Bozizé a été vraiment reçu à Yaoundé, la capitale du Cameroun. En tout cas, pour quelques personnes, il faut quand même voir un peu un grand rapprochement. Il y a un rapprochement entre le Cameroun et son pays, la Centrafrique. Oui. Bon, on y voit déjà un jeu, on dit même déjà qu'il y a eu un fonds qui a été créé, un fonds de soutien à M. Bozizé, qui était au départ constitué de 10 groupes. Aujourd'hui, il y a 7 groupes qui se sont détachés. Il y a 3 groupes qui sont restés fidèles à M. Bozizé, qui sont d'ailleurs armés. Je voudrais le préciser parce qu'ils sont armés. Et maintenant, il y a 7 autres groupes qui s'avèrent maintenant plus libéral et plus consensueux, qui ont décidé de se détacher des 3 autres parce qu'eux, ils veulent le consensus, ils veulent la négociation. Ce qui ne veut pourtant pas les troupes rester fidèles à François Bozizé. Mais son rapprochement avec Yaoundé, tout le monde peut le décrypter, c'est un jeu. Il se rapproche progressivement de son pays. Vous savez que lorsqu'il partait de la Centrafrique, il est passé toujours par Yaoundé. Maintenant, quand il veut donc revenir en Centrafrique,
c'est fort évident qu'ils reviennent par Yaoundé. Bon, ça ne surprendra pas personne. En tout cas, ça ne nous surprend pas. On espère tout simplement que dans les jours à venir, tout va rentrer dans l'ordre du côté de la Centrafrique. C'est un pays frère. On va également parler de l'Égypte avec Al-Aram, notre quotidien africain qui a paru au cours de cette journée. C'est un nouveau revers, en tout cas pour les frères musulmans, qui nous disait déjà nos confrères de hebdomadaire égyptien Al-Aram. Le journal nous faisait savoir que les frères musulmans ont perdu le contrôle du puissant syndicat des ingénieurs quelque temps après la perte de celui des médecins. Un commentaire là-dessus? Apparemment, c'est une guerre qui est finalement lancée comme ça contre les frères musulmans d'Égypte. Vous savez que ils ont élu leur chef d'État démocratiquement, un certain Mohamed Morsi, qui a été débarqué par ses méthodes. On a estimé qu'il avait des méthodes un peu dictatoriales, qui n'allaient pas avec la révolution du 25 janvier 2011, qui a débarqué M. Hosni Moubarak, parce qu'on estimait qu'il avait un régime totalitaire. Et M. Autoritaire. Voilà, autoritaire, si vous voulez, autoritaire, totalitaire. Et M. Morsi arrive pratiquement dans la même lignée, sauf qu'il voulait tout simplement aligner les frères musulmans. Donc c'était une scission. Ça n'a pas plu aux Égyptiens. Que pensez-vous aujourd'hui de Al-Sisi? Donc la mère quand même donné le général feu vert il joue sa pour carte. aller à la présidentielle. Il joue sa carte. Il joue sa carte. Au départ, il a dit allez voter le oui à la Constitution. Si je vois que vous avez une énorme majorité, si j'ai le oui gagne énormément, alors ça me donnera le courage de revenir à l'élection présidentielle, si bien sûr l'armée le désire. Mais vous pensez que l'armée allait refuser, lui-même étant sur les jalons de l'armée. Vous voyez donc, mais je voudrais préciser que les 98% dont le oui a obtenu en Égypte, Oui. c'était sans les frères musulmans. D'accord? Ça veut dire que le vote des frères musulmans pouvait également peser si jamais ils allaient voter parce qu'ils ne sont même pas allés aux urnes. C'est des gens où on guettait lorsqu'on sentait que même ceux qui sont baptisés aujourd'hui, le mouvement du 26 mars, même eux-mêmes, le mouvement du 6 mars, pardon, même eux-mêmes n'étaient pas pratiquement à ce vote parce qu'ils sont pratiquement contre ce régime qui paraît 2 fois plus dur que le régime de M. Moubarak. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on trouve 2 Égyptiens ou 3 Égyptiens assemblés, on vous prend. On vous dit, vous êtes déjà en train d'organiser une affaire pour aller déposer des bombes de gauche à droite. Les étudiants sont arrêtés là-bas tous les jours. Ok, ce n'est pas la vie. Là-bas, c'est resté de nom, mais ce n'est pas la vie, c'est de la terreur. Les femmes ont raison de chanter parce qu'on leur a dit que la constitution que vous êtes allé voter vous donne les mêmes droits que les hommes. Mais écoutez, que les femmes se réunissent aussi 3 ou 4, vous allez voir, on va les prendre. En tout cas, nous allons rester toujours dans le nord du continent noir. Cette fois-ci, on va parler avec aujourd'hui le Maroc. Les autorités tunisiennes, il faut le dire, nous disent tout simplement qu'en paraphé la nouvelle constitution. Nous apprenait déjà aujourd'hui le Maroc ce mardi qui précisait qu'elle a été adoptée à une majorité écrasante des membres de la constituante et surtout de la constitution. On espère que c'est une fin de crise, enfin, en Tunisie. Vous savez que la Tunisie était le premier pays à lancer cette révolution qui a été tôt baptisée le printemps arabe. Et la Tunisie, jusqu'à ce jour, n'avait pas encore trouvé les issues de sortie. Et c'était cette constitution qui posait problème. Et vous allez me dire, il y a plusieurs premiers ministres qui se sont succédés parce qu'ils ne faisaient pratiquement pas l'unanimité. Alors, la constitution étant donc maintenant, je crois, à son écrasante majorité, acceptée par les membres du corps constituant, je crois qu'il est mieux de dire maintenant que la Tunisie est en train de sortir progressivement de cette crise qui a longtemps jalonné le pays. On espère maintenant que les institutions seront sur la bonne ligne et que le pays va retrouver sa marche normale. Le but en tout cas pour nous, c'est qu'on respecte cette nouvelle constitution. Tout à fait. Surtout qu'elle fait l'unanimité. Elle fait l'unanimité. Nous allons terminer par le Cameroun, cette fois-ci avec le Messager qui nous parle en tout cas des partis politiques qui sont absents du débat public. Le Messager se tourne un peu du fait qu'il y a des sujets aussi intéressants, mais qui laissent pratiquement sourds-muets les partis politiques. D'opposition. Vous allez voir, même le parti au pouvoir ne semble pas s'intéresser à ces sujets parce qu'on a comme impression que c'est là ces gens n'attendent que les élections pour bouillonner un peu la scène politique. Aujourd'hui, on a la crise centrafricaine qui a des tentacules jusqu'au Cameroun. Mais on n'a même pas vu un communiqué d'un parti politique dit que voilà, l'agression par exemple du Cameroun par les membres de la CDK, c'est pas bien, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, ils sont restés sourds-muets. Et il y a des sujets aussi intéressants comme le remaniement du gouvernement qui est attendu depuis fort longtemps. Vous savez que le discours du chef d'État de la fin d'année a fustigé son gouvernement en place. On se serait donc attendu qu'au lendemain, directement, notre gouvernement tombe, mais on est surpris. Nous sommes aujourd'hui le 28 janvier, aucun gouvernement, ce n'est même pas dans les oublis, ce n'est même pas dans les couloirs. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment du lacisme. Et il n'y a aucun parti politique qui lève le ton pour en parler. Vous allez donc voir ces leaders de partis politiques maintenant courir après les marchés publics, courir, aller sonner les glas chez les ministres,
aller de part et d'autre parce qu'ils veulent faire vivre leur famille. Mais il y a pas mal de personnes, pour ne pas dire pas mal de Camerounais, qui se posent bien la question de savoir si vraiment il y a vraiment une opposition au Cameroun. C'est de l'opposition, ils se posent pour s'opposer parfois. C'est une opposition figurante, c'est une opposition peut-être qui ne joue pas son rôle, mais qui existe dedans. Parce que vous savez, oui, et c'est d'ailleurs là, c'est ce qui conforte même d'ailleurs le parti au pouvoir, qui estime que le fait qu'il soit là, ça fait quand même un régime démocratique. À un moment donné, quand même, beaucoup pensent également que l'opposition n'apporte aucune idée pour essayer de changer un peu les choses dans le pays. Ce qu'il faut plutôt dire, c'est qu'on ne leur donne pas cette opportunité. Il faudrait qu'on leur donne l'opportunité alors qu'ils ont le pouvoir de parler. On ne leur donne sûrement pas cette opportunité d'apporter. Vous savez, il y a des pouvoirs qui n'aiment pas des voix dissonantes. C'est-à-dire que lorsque un leader d'un parti qui gère tout un gouvernement vous dit que tout le monde va à droite, si vous venez lui dire que non, à droite là, je trouve qu'on peut se crocher quelque part, c'est mieux qu'on aille à gauche, il va vous dire, écoutez monsieur, je suis majoritaire ici. Il va vous dire, monsieur, je suis majoritaire, donc écoutez ce que je vous dis, tout le monde va à droite. Donc vous comprenez donc qu'il y a des gouvernements hostiles à ce genre d'idées, et c'est ce qui finalement n'encourage pas certains leaders d'opposition à aller dans cette bataille, parce que c'est une bataille morte dès le départ. Raoul Pepin Bena, je vous dis merci. À moi de vous dire également merci, et à nos téléspectateurs, on espère qu'on se retrouvera ici demain. Demain pour une nouvelle édition de Kiosque pour Africain. analyser les meilleures, une des plus poignantes de la semaine. Et c'est le devoir, en tout cas c'est devenu notre quotidien. C'est devenu notre quotidien, madame, monsieur, c'est ici que s'achève cette autre édition de Kiosque Africain. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur Afrique Média, l'information est en continu sur notre chaîne. Bonne soirée, au revoir.